Certains sont peut-être en retard, mais tant pis, nous ne pouvons pas attendre que tout le monde arrive. Nous allons commencer avec le rapport sur l'évolution des stratégies macro-régionales de l'Union européenne. L'auteur du rapport est M. François Alfonsi. Je vous donne sans plus tarder la parole, afin que vous nous présentiez votre rapport. Merci, Madame la Présidente. Bien, donc, en quelques mots, je vais présenter le document qui a été fourni à tous les membres de notre commission, qui porte donc sur l'évolution des stratégies macro-régionales de l'Union européenne et qui envisage la question de la Méditerranée. Alors, les stratégies macro-régionales sont donc en Europe une procédure récente, puisque la première macro-région a été lancée en 2009 en mer Baltique. L'idée de cet nouveau champ des politiques publiques européennes, c'est d'amener dans un territoire pertinent qui représente une entité cohérente, d'essayer de mener des coordinations à travers une stratégie macro-régionale. Et celle de la mer Baltique est donc structurée autour de 4 piliers et elle décline 80 projets phares selon 15 axes prioritaires. Dans la foulée de la mer Baltique, la région Danube a également développé un projet de macro-région qui a un moindre degré d'avancement, mais qui répond à la même préoccupation, c'est-à-dire coordonner au sein d'un même espace maritime ou au sein d'un même massif montagneux ou d'un même bassin fluvial les politiques de développement régional et les politiques de coordination et des grands programmes tels que les réseaux transeuropéens de transport, la politique maritime étrangère et intégrée. Donc pour nous, les stratégies macro-régionales ouvrent des perspectives nouvelles aux projets de coopération territoriale qui sont soutenus par ce que l'on appelait jusqu'à présent l'objectif numéro 3 de la politique de cohésion. Alors, au bout de quelques années, il y a donc à réfléchir sur ce premier retour d'expérience. Et qu'est-ce que l'on se rend compte? On se rend compte d'abord qu'il y a une attente réelle qui s'exprime pour investir ce nouveau champ des politiques publiques de l'Europe, avec pour objectif un développement à base territoriale. Et l'adhésion au concept de macro-région témoigne d'une façon générale de la progression de l'idée européenne. Elle permet à des Européens qui partagent un même bassin de vie, qui ont une histoire commune particulière, de conforter ou même parfois de restaurer ces liens et de définir les bases d'une coopération partagée. La Commission a elle-même souligné dans un rapport du 26 juin 2011 l'intérêt de ce nouveau mode de coopération et a recommandé d'aligner la politique de cohésion et les autres sources de financement de la région sur les objectifs de la stratégie macro-régionale. Elle s'est donc impliquée, la Commission, dans la stratégie mer Baltique et dans la stratégie macro-région du Danube, elle a été appelée à nouveau par le Conseil à jouer un rôle moteur dans la coordination stratégique. Cependant, et il faut souligner que la gouvernance d'un dispositif est complexe, un dispositif macro-région est complexe, et que sa conduite nécessite une assistance technique très importante, et que la DG Régio, aujourd'hui, nous a bien signifié qu'elle ne peut, en l'état actuel, en assumer davantage. D'autre part, l'autre retour d'expérience que l'on peut avoir, c'est que une macro-région ne doit pas dériver et devenir simplement un grand machin budgétivore sans efficacité réelle. Aussi, le Conseil a édicté une règle dite des 3 non, c'est-à-dire pas de nouveaux moyens financiers, non à de nouveaux moyens financiers, non à un nouvel instrument institutionnel et non à une réglementation nouvelle. En contrepartie, le Conseil qui s'est réuni sous la présidence hongroise a, le 13 avril dernier, marqué une modulation en énonçant une règle des 3 oui. Oui à la complémentarité des financements, oui à la coordination des instruments institutionnels et oui à la définition des nouveaux projets. Donc il y a une sorte de dialectique qui se met en place dans le débat autour du bilan de ces premières macro-régions qui vise en fait à rechercher un équilibre. Et cet équilibre, il convient de le définir avant que ne soient arrêtés les règlements de la prochaine politique de cohésion territoriale 2014-2020. Alors, on peut souligner les plus-values de la stratégie macro-régionale. À travers l'exemple de la mer Baltique, on voit que plusieurs potentialités sont apparues grâce à la mise en place de cette stratégie. Il s'agit principalement d'offrir un cadre de référence pertinent aux politiques de cohésion et de favoriser la coopération intersectorielle sur un même bassin de vie.
Ainsi, on peut orienter les investissements vers la complémentarité et on a, grâce à une vue d'ensemble, la possibilité de créer des réelles synergies dans le cadre d'une approche intégrée. L'autre avantage et l'autre plus-value de cette stratégie, c'est qu'elle permet une plus grande implication et donc une meilleure coopération entre les différents outils d'intervention de l'Union. Par exemple, c'est le cas de la Banque européenne d'investissement. Et elle permet de faire converger les ressources, que ce soit celles des régions, que ce soit celles des États membres et bien sûr des fonds européens, à travers une gouvernance multiniveau. Tout le monde considère que ainsi faire converger les moyens, c'est une stratégie où tout le monde gagne. Enfin, la stratégie macro-régionale donne aux politiques de voisinage de l'Union un cadre propice pour un renouvellement de ces politiques, pour un meilleur dialogue et pour des relations fructueuses et concrètes, puisque tournées vers un développement à base territoriale. Ça, c'est les plus-values qui apparaissent dans ce premier bilan. D'autre part, les difficultés, car il faut bien sûr considérer que tout cela ne va pas tout seul. Première difficulté, c'est que chaque macro-région, a une double dimension, qui est une dimension territoriale, par la définition des territoires d'application, et une dimension fonctionnelle à travers les priorités qu'elle définit. Cette double dimension ne peut être acquise de façon spontanée dès le départ. L'adhésion des collectivités doit être acquise au moment du lancement de la macro-région, mais pour avoir et obtenir cette adhésion, il faut très certainement envisager une phase de préfiguration qui doit durer de 1 à 2 ans et qui doit permettre, cette phase de préfiguration, de mettre en place une gouvernance, de mettre en place les premières priorités que cette macro-région devrait se donner. D'autre part, le fonctionnement d'une macro-région peut dériver vers une gouvernance intergouvernementale, puisque, par définition, les États sont bien sûr impliqués dans ce qu'est une macro-région, mais il faut éviter cette dérive vers une gouvernance intergouvernementale et préférer une gouvernance à plusieurs niveaux qui implique l'échelon régional. Pourquoi impliquer l'échelon régional? Parce que c'est l'échelon régional et son implication dans une stratégie macro-régionale qui garantit qu'on est dans une vocation européenne et une vocation de politique de développement régional conforme aux priorités de l'Union européenne. Enfin, la création par génération spontanée des futures macro-régions, ce n'est pas un schéma d'avenir, son caractère est trop aléatoire et il faut quand même être capable d'initier des démarches cohérentes, même si, de toute façon, chaque création ne peut être qu'un processus qui parte de la motivation réelle des acteurs de terrain, un processus bottom-up. Enfin, l'implication des régions du voisinage est nécessaire pour valider de nombreux projets portés par les stratégies macro-régionales. Mais cette implication, elle doit relever de politiques territoriales, de développement à base territoriale, et non d'une dimension de politique étrangère qui ne serait pas adaptée aux ambitions d'une telle politique. Alors, quelles mesures envisager pour essayer de prendre en compte ces premières conclusions? La première chose, c'est que le développement des stratégies macro-régionales doit, selon moi, s'inscrire dans une réflexion globale de façon à éviter les projets velléitaires ou liés à de simples considérations de politique immédiate. Une carte prévisionnelle des macro-régions européennes pourrait, par exemple, être définie, même s'il s'agit simplement de dessiner à grands traits une perspective qui ne sera en rien contraignante et qui pourra évoluer en fonction des dynamiques locales. Deuxième mesure envisagée, c'est pour chaque macro-région, il faut prévoir une phase de préfiguration qui organise le tour de table entre les partenaires concernés, qui esquisse les premiers axes stratégiques et qui définissent les bases d'une gouvernance future. Alors, conformément à la décision du Conseil, c'est la Commission qui est l'instance naturelle de pilotage d'une telle démarche de préfiguration, mais pour cela, elle doit disposer des ressources nécessaires, ressources financières bien sûr, mais peut-être et surtout des ressources humaines. Enfin, les moyens financiers de soutien à la démarche de la coopération macro-régionale sont à dégager au sein de l'objectif de coopération transfrontalière, transrégionale et transnationale de la politique de cohésion. La Commission a annoncé qu'elle accroîtrait les crédits de cette politique sur la période 2014-2020 et qu'elle préconiserait un volet transnational renforcé. Tout cela me semble cohérent avec le développement des macro-régions. Ce soutien financier doit prendre la forme de crédits d'assistance technique, tant pour la phase de préfiguration que pour la phase de mise en œuvre auprès de l'instance de gouvernance qui sera retenue à l'issue de la phase de préfiguration.
Enfin, et je crois que c'est une mesure qu'il faut évidemment considérer comme très importante, c'est que la complémentarité des financements doit devenir un critère de sélection au profit des priorités des stratégies macro-régionales quand elles sont en place. Donc un critère de sélection, bien sûr, de tous les projets qui font appel au crédit européen. Voilà donc un petit peu brossé à grands traits un premier tableau sur cette politique macro-régionale. J'y ajouterai simplement en conclusion que nous sommes à un moment un peu charnière. C'est-à-dire qu'il y a des macro-régions qui ont été lancées, on en tire un bilan globalement positif. Je pense que là-dessus, personne ne s'inscrit en faux. Il y a donc une nouvelle période de programmation qui s'ouvre et nous sommes à ce moment où il faut effectivement réfléchir à la façon dont cet impact positif peut être mieux intégré dans les programmes futurs que soutiendra l'Union européenne. Alors, cela m'amène maintenant à évoquer l'importance d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée. Alors, j'en reste pour aujourd'hui, et nous serons amenés à en redébattre au fur et à mesure du développement de ce rapport, à quelques généralités, mais qui positionnent, je crois, assez bien la problématique et pourquoi, à mon avis, être à l'initiative et pousser l'idée qu'il puisse y avoir une stratégie macro-régionale en Méditerranée est important. Et je constate depuis 2 mois où je fais ce travail et où j'ai été amené à consulter et à me concerter avec de nombreuses autorités régionales qu'il y a une réelle disponibilité, même une réelle attente, une réelle volonté pour aller de l'avant dans ce sens. Alors, quelles sont les grandes raisons? Bon, d'abord, elles sont le bassin de vie qu'est le bassin méditerranéen, puisque nous partageons tous dans le bassin méditerranéen le même environnement naturel, la même réalité historique et culturelle. Et dans ce sud de l'Europe, donc les 150 millions d'habitants des régions qui bordent la Méditerranée et qui sont au sein de l'Union européenne, il existe des potentialités qui sont fortes, mais qui ne pourront jamais être valorisées à suffisance sans la coordination et la vue d'ensemble que permettrait la définition d'une stratégie macro-régionale. Deuxième point, c'était sur cet espace, il est évidemment très étendu et donc ça mène à s'interroger sur le dispositif macro-régional à privilégier. Il y a déjà une initiative qui est la macro-région adriatico-ionienne et nous avions entendu ici, lors d'une audition, certaines de ces acteurs en présenter l'avancement et donc en Méditerranée orientale. Il faudra donc, à mon avis, continuer et approfondir les concertations avant de décider entre l'option d'une seule macro-région ou celle de 2 macro-régions distinctes qui pourraient être celle de Méditerranée occidentale et l'autre en Méditerranée orientale. On y reviendra tout à l'heure peut-être dans le débat, mais je pense qu'il faut approfondir les concertations et peut-être, et j'y reviendrai à la fin, à travers une audition de notre commission, être capable d'y voir un peu plus clair dans les attentes et dans les disponibilités des acteurs concernés. Troisième point, c'est que les régions méditerranéennes ont, du fait de leur climat, qui est le climat méditerranéen, des écotypes semblables, et donc beaucoup de choses elles sont en commun, à commencer par les produits de l'agriculture, qui sont d'une même nature du nord au sud ou de l'est à l'ouest, et qui, dans leur diversité, forment une même gamme de produits. Ils ont les mêmes problématiques environnementales, bon, je cite l'exemple des incendies, et ils ont aussi cet atout économique considérable, qu'ils sont la première destination touristique au monde et qu'ils ont intérêt à coopérer entre eux pour pérenniser, pour améliorer les perspectives de ce secteur économique majeur pour la plupart. Au rang des potentialités aussi, il faut indiquer la nécessité de mettre le trafic maritime au cœur d'une stratégie de transport pour toute la zone, notamment pour les marchandises. Alors, et c'est là qu'il faut avoir une réflexion, des routes de la mer sont souvent indiquées dans le jargon européen par autoroute de la mer. Bon, on parle des autoroutes parce qu'en fait, on a une conception, je pense, assez terrestre des choses. Quand on voit une vallée, on voit une autoroute dans la vallée. Je pense que dans la mer, il vaut mieux raisonner en termes de routes de la mer qui soient nombreuses et diversifiées et qui permettent de désenclaver les zones qui sont les plus enclavées, notamment les îles, mais qui permettent aussi des liaisons qui libèrent et qui soulagent le réseau terrestre qui est, notamment au plan routier, particulièrement engorgé et générateur de bien des pollutions et d'un bilan carbone tout à fait désastreux. Ensuite, autre axe qui semble véritablement important, c'est celui des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, où les conditions de la Méditerranée sont optimales, bien entendu. Et là, on voit bien, dans de tels objectifs, comment la stratégie macro-régionale peut encadrer
par exemple l'apport d'un partenaire tel que la Banque européenne d'investissement. Axe important également, c'est celui de la biodiversité, car la Méditerranée a une très grande biodiversité, mais elle est aussi très menacée compte tenu de la pression humaine et de la pression de la surpêche que l'on y connaît. C'est une mer fermée, le trafic y est dense, il y a donc une préoccupation très forte sur l'état de la Méditerranée en termes de qualité environnementale, et notamment l'environnement littoral et marin, qui est une préoccupation majeure dans tout l'espace. Et on voit bien sur ces thématiques comment des coopérations nord-sud entre collectivités locales pourraient être favorisées avec l'appui des politiques de voisinage. Voilà donc un peu, à grands traits, pourquoi ce bassin me semble susceptible de recevoir une stratégie macro-régionale. J'ajouterai en petit commentaire, c'est que il faut pour nous identifier quelles sont les zones d'Europe où les coopérations sont particulièrement défaillantes et où il y a un déficit entre interconnexion et coopération entre les différentes régions. Et je crois que la Méditerranée, c'est un exemple criant. Et avec Jean-Marie Aoujas, en Sardaigne et en Corse, nous sommes particulièrement placés pour savoir à quel point nous sommes privés d'une dynamique de développement compte tenu de l'absence totale d'interconnexion entre des régions pourtant voisines. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi donc le déficit au sein de l'Union européenne de cet espace méditerranéen est évident. D'autre part, hors l'Union européenne, la Méditerranée, c'est quand même l'horizon de proximité principal pour toute l'Europe. 500 millions d'habitants y vivent et il n'y a pas d'autre espace à proximité qui soit capable de recevoir de tels enjeux. Enfin, et je termine avec ça, je considère donc que toutes ces potentialités et tous ces enjeux font que les États et les régions d'Europe en Méditerranée doivent s'engager dans une démarche de coopération renforcée et l'ouvrir à tous les partenaires. Pour cela, la stratégie macro-régionale, c'est un moyen privilégié. Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Il nous reste 15 minutes maintenant pour donner la parole